Bonsoir à toutes et à tous, nouvelle édition sur Africa Today, bienvenue. Le roi Mohamed VI est arrivé à Conakry ce jeudi. Sa visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée africaine qu'il a entamée depuis la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine. Cette deuxième visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI en terre guinéenne s'inscrit toujours dans le cadre du raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre Conakry et Rabat. À sa descente d'avion, Mohamed VI a été accueilli par le président Alpha Condé devant le premier ministre chef de gouvernement et le gouverneur de la ville de Conakry. Après l'exécution de l'hymne des deux pays, les deux hommes d'État ont salué leurs délégations respectives avant de rejoindre le salon d'honneur. Plusieurs ressortissants marocains vivant sur le sol guinéen ont effectué le déplacement pour accueillir leur roi. Nous sommes émus pour cette seconde fois. Il va frôler donc le sol guinéen, presque 3 ans après sa première venue. C'est d'autant plus émouvant que cette fois-ci nous faisons intégralement partie de l'Union africaine. Nous avons réintégré l'Union africaine, donc ça nous touche à double titre. Nous sommes très proches de nos frères guinéens, aussi parce que du fait de l'histoire, des liens d'amitié, de fraternité, de coopération qui existent depuis l'ère de Sékou Touré, nous sommes très bien accueillis en Guinée. Nous nous sentons chez nous. D'ailleurs, il n'y a pas d'obligation de visa ici, donc on vit très bien en Guinée. Cette visite du roi Mohamed VI, en plus du volet économique, a aussi une portée symbolique avec le retour du Maroc dans la grande famille de l'Union africaine. Là, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail, pour renforcer les relations si heureusement importantes et fructueuses que nous avons, le Maroc a réintégré l'Union africaine. C'est important qu'il se consulte sur les questions qui concernent et qui sont d'un intérêt majeur pour l'Afrique. Une dizaine d'accords vont être signés au cours de cette visite de 48 heures du roi Mohamed VI en Guinée. Le syndicat de l'éducation a tenu ce jeudi un point de presse à la bourse de travail à Conakry. Objectif, expliquer aux travailleurs les acquis obtenus avec le gouvernement. Cette communication intervient quelques jours seulement après la signature du protocole d'accord avec les autorités sur leur point de revendication. Bama Madalfa. Depuis la suspension de la grève lancée par l'intersyndicale de l'éducation, des représentants à la base de ce mouvement social s'opposent à cette démarche de suspension. C'est le cas d'ailleurs de ceux de l'abbé Kankan et Kindia. Ils parlent même de trahison de la part de leurs représentants au niveau national. Les membres de l'intersyndicale de l'éducation rétorquent que ces personnes n'ont pas eu toutes les informations relatives au contenu de l'accord. Nous pensons que nos camarades n'ont pas compris le sens même de la négociation. Nous sommes rendus compte que tout le monde n'a pas eu le protocole d'accord. Donc, l'intersyndical de l'éducation et l'intercentrale CNTG-USTG a organisé ce point de presse pour expliquer en détail les acquis qu'on a eu lors de cette négociation. L'obtention de plus de 50% des gains sur les points inscrits est la raison qui a motivé la commission chargée des négociations de suspendre le mot d'ordre de grève. Le BIT nous demande, quand vous rentrez en négociation, dès que vous avez 50% des acquis, de suspendre la grève et de continuer les négociations. Donc, c'est pour cette raison que nous avons suspendu la grève. La grève n'est pas levée, elle est suspendue. Mais nous espérons, vu ce qui s'est passé cette fois-ci, le gouvernement respectera son engagement. La valeur monétaire du point d'indice 1030 reste toujours sur la table des négociations. Un point qui sera discuté au mois de septembre prochain, a conclu le secrétaire général adjoint de l'USTG. L'Assemblée nationale a enfin voté ce jeudi le projet de code électoral qui a fait tant de polémiques. C'était en présence des membres du gouvernement, même si on pouvait noter l'absence des députés de l'Alliance des Républicains qui n'ont pas voté ces 3 lois. Malgré ce vote, les regards des députés restent braqués sur sa promulgation par le président de la République, et cela après que la Cour constitutionnelle soit saisie pour prononcer sa constitutionnalité par rapport à nos lois. Au Marceau.
Les députés du groupe parlementaire de l'Alliance républicaine ont boudé la salle de l'hémicycle ce jeudi. Une manière pour eux de protester contre l'adoption du code électoral issu du point 2 des accords du 12 octobre dernier. Une abstention qui n'a pas empêché le groupe parlementaire de l'Alliance de la majorité présidentielle et celui des libéraux démocrates de voter à la majorité les 3 projets de loi portant sur le code électoral, le code des collectivités et celui de la loi sur la Cour suprême. Après l'adoption de ces textes, les députés entendent œuvrer pour réduire les discours contradictoires pour l'applicabilité des textes votés. Aujourd'hui, la preuve est faite que le Parlement, qui est la représentation nationale, a voté en faveur de ce texte qui reprend les grandes lignes de l'accord politique interguinéen du 12 octobre 2016. Je crois que c'est une très bonne chose. Nous aurons le triomphe modeste. Les Guinéens doivent se mettre ensemble. Il s'agit d'une loi qui a été adoptée au nom des populations guinéennes par un Parlement dûment élu. Donc il faudrait que les Guinéens se rassemblent autour de ce texte pour pouvoir donc veiller à son application. Du côté de la mouvance présidentielle, l'on se félicite de l'adoption de ce code électoral certes, mais le plus difficile reste à faire pour son amendement. J'avoue que nous avons encore éventuellement des imperfections sur nos codes que nous venons d'adopter. Mais une loi étant dynamique, essayons de l'appliquer. Si une loi se confronte ou est confrontée à son inapplicabilité, il n'y a pas de solution que son amendement. Et j'espère qu'il y aura toujours une assemblée ici pour amender si c'est nécessaire dans l'intérêt de nos populations. Pour le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, ce nouveau code va permettre aux collectivités d'être désormais dans la légalité. Le nouveau code électoral, parce que moi je parle d'abord du code des collectivités, vont permettre de corriger toutes ces anomalies et finalement permettre à notre pays d'être sur une bonne marche de gestion collective et participative de la destinée de nos régions d'abord à travers les conseils régionaux, de nos communes ensuite à travers les communes rurales et les communes urbaines, comme je le disais tantôt. Cela fait 12 ans depuis que les collectivités des communes sont en place alors que leur mandat est pour 5 ans. Raison de plus de dire qu'elles sont dans l'illégitimité, a déclaré le ministre. Le point 2 polémiste de l'accord du 12 octobre dernier a été adopté ce jeudi à l'Assemblée nationale. Malgré le sit-in organisé par des plateformes de la société civile pour contrecarrer son vote, il a été adopté à la majorité des voix. Plus d'explications avec Aïssata Fofana. Malgré ce slogan et tant d'énergie fournie pour interrompre l'adoption du point 2 de l'accord du 12 octobre dernier, la société civile n'aura pas eu gain de cause sur les élus du peuple. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, abstention, par abstention, adopté à l'unanimité. Pourtant, ces activistes des droits du citoyen ont cru en leur combat jusqu'à la dernière minute. Et tôt ce jeudi matin, ils ont envahi le palais du peuple pour arrêter ce qu'ils appellent violation flagrante de la loi. Si on ne fait rien aujourd'hui, ce qui va venir demain, ça sera plus grave que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc il est important aujourd'hui de dire aux députés de ne pas voter cet accord aujourd'hui parce que c'est une violation flagrante de la loi. Ce point 2 de l'accord du 12 octobre dernier fait polémique depuis 3 mois à Conakry. Après adoption, il permet aux partis politiques de désigner des représentants des citoyens au niveau des quartiers et districts. Chose que Aboubakar Silla, membre de la plateforme nationale des citoyens unis pour le développement PQD, n'est pas encore prêt à accepter. Nous avons des moyens de pression, nous avons fait des déclarations, nous allons continuer à dénoncer et rencontrer d'autres institutions pour pouvoir changer la donne. Les carottes sont cuites et le code électoral ainsi que le code des collectivités locales adopté reste à savoir si les recours envisagés par la société civile auront un impact sur l'application du point 2 qui continue de diviser à Conakry.
Réunion de sensibilisation des acteurs de médias ce jeudi à Conakry. C'est une initiative de la Haute Autorité de la Communication axée sur la responsabilité des journalistes dans le traitement de l'information en période de crise. Salom Kondé. Cet appel à la responsabilité dans le traitement de l'information intervient juste quelques jours après des manifestations de rue relatives à la reprise des cours. La présidente de la Haute Autorité de la Communication dit avoir constaté à ce niveau des manquements. Le comportement des médias, des journalistes a un peu changé. J'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller faire des reportages, prendre des images de gauche à droite, d'est à ouest, et puis venir sans les traiter et les mettre à la disposition des citoyens. Des dérapages que déplorent certains confrères car selon eux, cela peut contribuer à ternir l'image de la presse. Je voudrais d'abord qu'ils sachent qu'ils n'ont pas choisi ce métier pour traiter mal l'information, parce que on est journaliste que quand on respecte un certain nombre de principes qui encadrent le métier. Les journalistes doivent savoir d'abord que de traiter professionnellement une information avant de la diffuser contribue à leur propre image avant ensuite de déteindre positivement ou négativement sur l'image de l'ensemble des médias. Mais pour le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, la diversité d'opinion participe au renforcement de la démocratie. Ce qu'il faut éviter, c'est que bien entendu on dérive vers l'illégalité, mais l'expression des frustrations est quelque chose qui soulage la société et qui permet d'éviter qu'on garde des frustrations et qui parfois finissent par s'exprimer de façon violente. Je suis convaincu que cette expression diverse est quelque chose de salutaire pour la paix sociale et qu'il est donc, c'est un acquis pour notre pays, qu'il y ait une diversité de liberté et d'opinion. L'État a l'obligation constitutionnelle d'accompagner économiquement les hommes des médias dans l'exercice de leur métier, a ajouté Khalifa Gassamayabi. Un mot de santé dans cette édition, on parle de la hernie ombilicale chez les enfants, une maladie jugée préoccupante par certains spécialistes en Guinée. Parmi leurs formes, la hernie moyenne se révèle la plus dangereuse. Elle peut même conduire à la mort si elle n'est pas prise en charge à temps. Diao Bachir a rencontré l'un des spécialistes de la maladie. Suivez son reportage. Depuis quelques années, l'Organisation mondiale de la santé assiste à l'émergence de la proscopie dans la prise en charge des hernies chez les enfants. Elle permet le contrôle du potentiel de développement d'une hernie contralatérale et l'analyse de la nature anatomique d'une récidive. Dans les années 70, professeur Ibaldé a participé à la catégorisation des hernies constatées au niveau des enfants. Nous avons en 1973 participé à la classification en trois: les hernies volumineuses, les hernies moyennes et les petites hernies. Les petites hernies sont celles qui admettent à peine la pulpe du doigt. La hernie moyenne est identifiée comme la forme la plus dangereuse, car son étranglement peut se révéler fatal pour l'enfant patient. C'est pourquoi d'ailleurs, selon le spécialiste, cette forme nécessite une surveillance particulière avant une éventuelle intervention chirurgicale. On peut ne pas les opérer tout de suite, mais il faut se méfier parce que ce sont des hernies qui s'étranglent beaucoup. Donc ce sont les formes les plus chirurgicales, les formes les plus dangereuses. Si une hernie ombilicale n'est donc pas détectée ou prise en charge à temps, elle peut se révéler fatale. Une hernie ombilicale qui s'étrangle et qui n'est pas prise en charge rapidement, ça conduit à la résection intestinale, et c'est la résection intestinale, ça peut être une cause de péritonite qui tue le malade. Il faut donc amener l'enfant chez un spécialiste dès l'apparition des premiers signes, souligne le professeur. Triste nouvelle, les femmes de Guinée pleurent Jeanne-Martin Cissé. La première femme à avoir présidé le Conseil de sécurité des Nations Unies est décédée mardi dernier à sa résidence. Ce mercredi, des femmes du pays se sont fortement mobilisées pour prier pour celle qui reste pour elle une icône. Salut Yombuno.
C'est l'une des dernières prières pour Jean-Martin Cissé avant de regagner sa dernière demeure, vendredi 24 février 2017. Au domicile de la défunte, des femmes toutes en blanc autour du Saint-Coran. Elles prient pour le repos de l'âme d'une de leurs sœurs qui les aura marquées durant toute leur existence. C'est une référence pour toutes les femmes, pas de la Guinée simplement, de l'Afrique et du monde. Elle nous a ouvert la porte, elle a honoré la femme guinéenne, elle a honoré la femme africaine. Si nous faisons, n'est-ce pas, une analyse de la vie de Mme Jean-Martin Cissé, je crois qu'en tant qu'épouse, mère de famille, militante, n'est-ce pas, et citoyenne, nous avons beaucoup de leçons à apprendre. Une lecture de Saint-Coran pour aussi témoigner la reconnaissance de la Guinée envers une de ses filles qui s'est fortement investie pour le progrès économique de sa nation. Cette perte est une perte nationale, une perte africaine et une perte internationale. Donc cette lecture du Coran, c'est pour l'accompagner, c'est pour lui dire que ce qu'elle a fait pour son pays, que la population de son pays lui reste vraiment reconnaissante. Née en 1926, Jean-Martin Cissé reste l'une des pionnières de la lutte pour l'émancipation de la femme à travers le monde. L'institutrice a été aussi la première femme à siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a également dirigé l'Organisation panafricaine des femmes ainsi que le département de l'action sociale, un parcours qui constitue pour des femmes des enseignements à préserver. Cette femme a servi la Guinée toute sa vie, à tous les postes. Comme je vous l'ai dit, elle a été enseignante, syndicaliste, diplomate, n'est-ce pas, ministre. Je pense que l'hommage que les femmes lui rendent aujourd'hui est un hommage mérité. Et je crois que nous ferons même plus parce que nous allons lui dédier un symposium pour dérouler sa vie. Parce que sa vie est une leçon pour nous. C'est une école pour l'ensemble des jeunes de Guinée. Pendant 10 ans, Jean-Martin Cissé est resté une personnalité d'honneur en Afrique du Sud pour son noble combat contre l'apartheid. Elle décède à 91 ans, laissant tout un peuple dans la tristesse. Les cartes politiques peuvent être rebattues. En France, François Bayrou, 3 fois candidat à la présidentielle, a renoncé à la course à l'Élysée, mais pas à celle du pouvoir. À l'issue d'une séquence pré-scénarisée, le chef des centristes, l'homme aux 6%, a proposé une alliance à Emmanuel Macron. Le chouchou des sondages peut être un tournant dans la campagne présidentielle en France. Suivez. Le dîner du CRIF, un rendez-vous très politique qu'en campagne présidentielle, aucun candidat ne voudrait manquer. Si Marine Le Pen n'est pas invitée, Emmanuel Macron était bien présent, l'occasion de commenter son alliance avec François Bayrou. C'est un véritable tournant, à la fois dans notre campagne présidentielle, mais dans la vie politique française. C'est une vraie recomposition et c'est enfin la fin de certains clivages aussi. Merci à vous. Invité du 20h de France 2, François Bayrou s'est félicité des premières réactions à cette alliance. Il fallait un acte qui soit fondateur de quelque chose de nouveau. Je crois que cet acte a touché un grand nombre de Français. Alors à droite, on préfère ironiser. Finalement, c'est quelqu'un qui a soutenu Hollande en 2012 et qui aujourd'hui soutient le conseiller puis ministre de Hollande. Est-ce que c'est bien surprenant? Reste à déterminer le rôle exact de François Bayrou aux côtés d'Emmanuel Macron. Les deux hommes se rencontrent aujourd'hui. Mission bons offices pour Rex Tillerson. Le secrétaire d'État américain est arrivé à Mexico ce jeudi. Le chef de la diplomatie des États-Unis rencontre le président mexicain dans un contexte de crise diplomatique sans précédent entre les deux voisins. Des relations mises à mal par l'intransigeance et l'outrance d'un certain Donald Trump. Regardez. Une visite pour désamorcer une crise lourde de plusieurs contentieux et porteuse d'incertitudes. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est arrivé à Mexico il y a quelques heures. Sa visite va durer 2 jours. Au pied de l'avion, il est accueilli par l'ambassadrice américaine Roberta Jacobson. La rencontre avec le président mexicain et ses ministres se tiendra plus tard. Les relations diplomatiques sont tout sauf sereines. Parmi les contentieux, le projet d'un mur frontalier que les Mexicains devraient payer eux-mêmes passe mal.
très mal et la colère est encore montée d'un cran hier à l'annonce d'expulsions accélérées d'immigrés illégaux, parmi lesquels de nombreux Mexicains. Face à ces mesures unilatérales prises par Washington, le ministre des Affaires étrangères mexicain a réagi fortement. Le gouvernement du Mexique n'hésitera pas à s'adresser aux organisations internationales, à commencer par les Nations Unies, pour défendre, en accord avec le droit international, les droits de l'homme et les libertés. Autre pierre d'achoppement, Donald Trump veut renégocier en sa faveur les liens économiques avec son voisin du Sud. Une renégociation à haut risque pour le Mexique, puisque 80% de ses exportations se font avec les États-Unis. Aller vite et frapper fort, c'est apparemment le credo des forces irakiennes à Mossoul. Après un assaut lancé ce jeudi, elles sont entrées dans l'aéroport de Mossoul, une offensive déterminante clé vers l'ouest de la deuxième ville d'Irak. Une bataille cruciale pour reprendre totalement le contrôle de ce bastion du groupe État islamique en terre irakienne. Suivez. Les blindés irakiens en formation de combat. Une longue colonne qui s'organise, se déroule et s'avance vers l'aéroport de Mossoul. L'unique porte d'entrée vers l'ouest de la ville, dernier bastion du groupe État islamique en Irak. Un point névralgique, vital, pour défaire la mainmise de Daesh sur Mossoul. Le site est désaffecté, tout comme la base militaire adjacente. Impossible de connaître le nombre exact de djihadistes sur place. Mais selon le Pentagone, environ 2000 combattants sont toujours retranchés à Mossoul-Ouest. Ils étaient entre 5000 et 7000 avant le début de l'offensive sur la ville en octobre dernier. Daesh oppose une faible résistance et ses membres ont commencé à fuir vers les zones peuplées du sud de la ville. Ils utilisent les civils comme boucliers humains. Selon l'armée irakienne, l'opération de jeudi est pour l'heure un succès. Les soldats irakiens ont réussi à entrer dans l'aéroport et sur la base voisine de Ghazlani. Ils s'affairent désormais à déminer les deux sites. L'offensive sur l'aéroport ouvre la voie à un assaut sur la périphérie sud-ouest à proximité des rives du Tigre. Depuis dimanche, les forces irakiennes ont repris un important poste de contrôle sur l'autoroute reliant Bagdad à Mossoul, ainsi que le village d'Al-Bousseif qui surplombe l'aéroport et le sud de la ville. À la pointe de l'offensive, le régiment Scorpion des forces d'intervention rapide irakiennes. Et ces soldats disposent d'une aide conséquente. Avions, drones et hélicoptères, sans compter près de 500 conseillers militaires américains, la plupart membres des forces spéciales. Une fois l'aéroport repris des mains des djihadistes, la bataille pour l'ouest de Mossoul pourra réellement commencer, cette fois dans le labyrinthe des rues de la vieille ville. Ainsi prend fin ce journal. À tous, merci de la fidélité. Bonne soirée chez vous. Au revoir.